Au milieu du XIIIe siècle, le Japon était confronté à l'un des plus grands défis de son histoire. Un petit archipel, isolé du reste du monde par une mer agitée, est devenu la cible d'une force militaire qui avait déjà conquis une grande partie de l'Asie, l'Empire mongol. Dirigé par Kublai Khan, les Mongols disposaient d'une immense armée, composée de guerriers impitoyables et de tactiques de guerre innovantes. Ce fut une confrontation aux proportions épiques. D'un côté, la puissance mongole, avec ses nombreuses armées et sa technologie avancée, de l'autre, les samouraïs japonais, représentant une classe de guerriers moins nombreux en nombre, mais soutenus par un code d'honneur inébranlable. Comment une petite armée de samouraïs, aux ressources limitées, a-t-elle pu faire face à une menace aussi redoutable? Il ne s'agit pas seulement d'une histoire de stratégie militaire, mais aussi de courage, d'endurance et de la conviction que même les plus petits peuvent l'emporter sur les géants. Les vents du destin ont soufflé en faveur des samouraïs, mais c'est l'union de compétences martiales, de tactiques innovantes et d'un esprit indomptable qui a défini le cours de la bataille. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment les samouraïs ont préparé le terrain pour défendre leur territoire contre la plus grande armée de la planète, face à une invasion qui aurait pu modifier à jamais l'histoire du Japon. Nous explorerons les tactiques utilisées, les affrontements épiques et les événements. Rôle inattendu que la nature a joué dans ce résultat. Avec du courage, de la stratégie et un peu de chance divine, les samouraïs sont devenus les héros d'un récit qui transcende le temps. Embarquez maintenant dans ce voyage pour comprendre comment des guerriers apparemment surpassés en nombre et en technologie sont devenus des symboles de résistance et de l'art de la guerre. Au XIIIe siècle, le Japon était un archipel fragmenté, constitué de clans vivant sous la direction du shogunat de Kamakura. Ce régime militaire, fondé à la fin du XIIe siècle, régnait au nom de l'empereur qui, bien que vénéré comme une figure divine, avait peu d'influence pratique sur la politique quotidienne. En fait, le shogunat, dirigé par le shogun, contrôlait les affaires militaires et administratives du pays, tandis que les seigneurs féodaux, appelés daimyos, maintenaient l'ordre régional avec l'aide des samouraïs. La classe des samouraïs, à cette époque, était plus qu'un simple groupe de guerriers. Ils constituaient l'épine dorsale militaire et morale de la société japonaise. Guidés par le Bushido, ou la voie du guerrier, les samouraïs vivaient selon un code d'éthique qui mettait l'accent sur la loyauté, la discipline et le courage. Ses compétences avec l'épée et l'arc étaient légendaires, mais son rôle dépassait le champ de bataille. Il servait également d'administrateurs locaux et de protecteurs de la population. L'économie japonaise était en grande partie agricole, avec des villages centrés sur la production de riz. Cette céréale n'était pas seulement la base de l'alimentation, mais servait également de monnaie et de symbole de richesse. Les terres agricoles étaient souvent disputées par les clans, et la loyauté envers les daimyos était essentielle au maintien de la stabilité. Cette loyauté, cependant, était sur le point d'être mise à l'épreuve comme jamais auparavant. Pendant ce temps, en dehors du Japon, le monde vivait une ère de conquête et d'expansion. L'Empire mongol, dirigé par Kublai Khan, dominait de vastes régions d'Asie, de l'Europe de l'Est au Moyen-Orient. Sous leur règne, les Mongols ont établi l'une des plus grandes puissances militaires et économiques jamais vues. La Chine et la Corée étaient déjà tombées sous son contrôle, et les yeux de Kublai étaient désormais tournés vers le Japon. La menace mongole était sans précédent. Le Japon, géographiquement isolé, avait peu d'expérience en matière d'invasion extérieure. Sa position stratégique dans le Pacifique l'avait protégé des conflits mondiaux, mais cela signifiait également que son infrastructure militaire n'était pas préparée à une attaque à grande échelle. Pourtant, les dirigeants japonais étaient conscients de la menace imminente et commencèrent à renforcer les défenses côtières, quoique de manière limitée. Les premiers signes de danger arrivèrent en 1268, lorsque Kublai Khan envoya une lettre au Japon, exigeant leur soumission et leur allégeance. Le shogunat de Kamakura a rejeté la proposition, estimant qu'accepter signifierait déshonneur et soumission, ce qui est impensable pour une société gouvernée par les valeurs des samouraïs. Cette décision marqua le début d'une série d'événements qui verraient le Japon faire face à la plus grande épreuve de son histoire. Le refus du Japon de se soumettre à l'Empire mongol a allumé la mèche d'une inévitable confrontation. Les Mongols, déterminés à étendre leur domination, commencèrent à préparer une flotte navale colossale pour envahir l'archipel. Pendant ce temps, le Japon se trouvait partagé entre appréhension et préparation. Le shogunat savait qu'il faisait face à un ennemi puissant et nombreux, mais il faisait confiance à la force et à la détermination des samouraïs. Ce scénario historique
d'un Japon encore en formation et d'une puissance mongole à son apogée, a posé le décor d'un affrontement dont on se souviendra pendant des siècles. D'un côté, une société solidement ancrée dans des valeurs d'honneur et de devoir. De l'autre, un empire qui semblait invincible. La collision de ces deux forces était sur le point de façonner le destin d'une nation. Alors que le Japon se préparait à affronter l'inconnu, l'empire mongol de Kublai Khan était déjà une force établie et redoutée. Originaires des steppes d'Asie centrale, les Mongols, sous la direction de Genghis Khan et de ses successeurs, ont bâti le plus grand empire contigu de l'histoire, s'étendant de la Chine à l'Europe de l'Est. En accédant au trône, Kublai Khan consolida son règne sur la Chine, établissant la dynastie Yuan, et commença à étendre son influence aux territoires voisins, notamment la Corée et le Japon. Si vous aimez ce thème et l'histoire des guerriers et des batailles légendaires, abonnez-vous à la chaîne. Vous resterez ici au courant du meilleur du monde des guerres dans l'ancien Japon féodal. Continuons. L'armée mongole était connue pour son efficacité, sa discipline et son innovation. Connus comme maîtres de la guerre mobile, les Mongols utilisaient des tactiques de cavalerie hautement organisées qui désorientaient et déjouaient leurs adversaires. Leurs archers, entraînés depuis l'enfance, étaient capables de tirer des flèches avec une précision impressionnante, même à cheval. De plus, l'utilisation d'arcs à poulies, plus petits et plus puissants que les arcs longs japonais, leur conférait un avantage considérable au combat. Un autre facteur qui distinguait les Mongols était leur capacité d'adaptation. Tout au long de leur campagne, ils ont absorbé les technologies et les stratégies des peuples conquis, comme les Chinois et les Perses. Lors des invasions du Japon, ils employèrent des armes incendiaires primitives, telles que des grenades à poudre, une innovation que les samouraïs n'avaient jamais rencontrée. Ces engins ont non seulement causé des dommages physiques, mais ont également créé un chaos psychologique sur les champs de bataille. La flotte navale mongole était tout aussi redoutable. Après avoir conquis la Corée, Kublai Khan a utilisé les ressources et l'expertise navale coréenne pour construire une armada capable de traverser la mer de Chine orientale. Les navires mongols étaient conçus pour transporter d'importants contingents de troupes, de chevaux et de fournitures, permettant ainsi des opérations à grande échelle. Cette logistique impressionnante était une démonstration de la puissance mongole et de sa détermination à dominer des territoires au-delà du continent. Le projet d'envahir le Japon n'était pas seulement une question de conquête militaire, il représentait également l'ambition de Kublai Khan de consolider sa suprématie sur l'Asie de l'Est. Pour le Japon, une attaque mongole représentait plus qu'une menace physique. C'était une tentative de soumettre culturellement et politiquement une nation qui avait résisté à l'influence étrangère pendant des siècles. La flotte mongole initiale, arrivée au Japon en 1274, était composée d'environ 900 navires et 30 000 soldats, une combinaison de guerriers mongols, coréens et chinois. Cette force, bien que plus petite par rapport aux autres campagnes mongoles, s'imposait face aux forces japonaises, en infériorité numérique et désorganisées en comparaison. Pour les samouraïs, habitués aux duels individuels et aux combats formels, l'approche tactique de masse des Mongols était quelque chose de complètement nouveau. Un autre aspect crucial de la stratégie mongole était le recours à l'intimidation psychologique. Avant d'attaquer, ils envoyèrent une série d'ambassadeurs au Japon pour exiger la reddition. Cette pratique, courante dans les campagnes mongoles, aboutissait souvent à une victoire sans effusion de sang, car les ennemis préféraient se soumettre plutôt que d'être massacrés. Cependant, dans le cas du Japon, les demandes de soumission ont été accueillies avec dédain et refusées. Dans un geste symbolique de défi, le shogunat ordonna l'exécution des envoyés mongols, un affront que Kublai Khan ne pouvait ignorer. Le refus des Japonais de se rendre a scellé le sort de l'invasion. Pour les Mongols, cette résistance n'était pas seulement un obstacle, mais un affront direct à la puissance de l'Empire. À partir de ce moment, Kublai Khan concentra ses efforts sur la destruction totale de la résistance japonaise, planifiant une invasion à grande échelle qui forcerait l'archipel à se plier à son règne. Avec des ressources presque illimitées et une armée habituée aux victoires rapides et dévastatrices, les Mongols étaient convaincus que l'invasion du Japon ne serait qu'un autre chapitre de leur liste de conquêtes. Cependant, il s'ensuivit un affrontement qui défia toutes les attentes. La combinaison de la résilience des samouraïs, du terrain difficile et des événements météorologiques inattendus montrerait à l'Empire mongol que tous les ennemis ne pouvaient pas être vaincus par le nombre et la technologie. La première invasion mongole du Japon, en 1274, marqua le début d'un conflit qui mettra à l'épreuve la résilience des samouraïs et des dirigeants japonais.
Dirigée par Kublai Khan, la flotte mongole, composée d'environ 900 navires et 30 000 soldats, a navigué vers l'archipel dans le but de soumettre rapidement les îles. Pour le Japon, c'était la première fois qu'il était confronté à une menace extérieure d'une telle ampleur, une confrontation qui semblait dès le départ disproportionnée. L'attaque a débuté dans la baie de Hakata, située sur l'île de Kyushu, qui constituait un point stratégique pour toute tentative d'invasion. Les samouraïs, bien qu'ils soient des guerriers habiles, étaient en infériorité numérique et mal préparés pour affronter le style de combat de masse des Mongols. Habitués aux duels individuels et aux batailles régimentées, les Japonais furent d'abord désorientés par les formations disciplinées et les armes innovantes utilisées par les envahisseurs. Les Mongols ont apporté avec eux des technologies inconnues des Japonais. L'une d'elles était les grenades à poudre, des engins explosifs qui projetaient des fragments et provoquaient non seulement des dégâts physiques, mais aussi la panique dans les rangs ennemis. Cette arme, introduite pour la première fois sur le champ de bataille japonais, créa une atmosphère de terreur qui affaiblit les lignes de défense initiales. De plus, les archers mongols à cheval, connus pour leur mobilité et leur précision, donnaient aux envahisseurs un avantage tactique significatif. Pourtant, les samouraïs ne reculèrent pas. Dirigés par des daimyos locaux, ils affrontèrent l'armée mongole avec bravoure. Adoptant des tactiques de guérilla, ils attaquèrent les Mongols en petits groupes, profitant du terrain montagneux et des conditions côtières pour tendre une embuscade aux envahisseurs. Même si la force des samouraïs était inférieure en nombre, leur habileté au corps à corps et leur détermination farouche équilibraient dans une certaine mesure la disparité entre les deux armées. Les combats dans la baie de Hakata furent intenses. Les Mongols tentèrent d'établir une tête de pont pour consolider leur présence, mais se heurtèrent à une résistance constante. Les samouraïs, bien qu'en infériorité numérique, utilisèrent leur connaissance du terrain et leur organisation défensive pour retarder l'avancée ennemie. Pendant ce temps, la population locale s'est mobilisée pour soutenir les défenseurs, en fournissant du matériel et en aidant à construire des barricades improvisées. Cependant, ce qui a réellement changé le cours de cette invasion, ce n'est pas une stratégie militaire, mais un événement météorologique inattendu. Au plus fort de l'affrontement, une puissante tempête s'abat sur la région, détruisant une grande partie de la flotte mongole ancrée au large des côtes. Les navires ont chaviré, les soldats se sont noyés, et les restes ont été contraints de battre en retraite. Pour les Japonais, cet événement était interprété comme une intervention divine, signe que les dieux protégeaient leur terre. L'impact psychologique de ce vent divin, connu plus tard sous le nom de kamikaze, fut profond. Pour les Mongols, la tempête représentait un revers inattendu et humiliant. Pour les Japonais, c'est une victoire qui a réaffirmé leur foi et leur résilience. Malgré les premières pertes sur le champ de bataille, les samouraïs avaient réussi à résister à un ennemi considéré comme invincible. Cette victoire a toutefois entraîné de nouveaux défis. Bien que le Japon ait repoussé l'invasion, le shogunat de Kamakura savait que les Mongols reviendraient probablement avec une force encore plus grande. Les dirigeants japonais ont immédiatement commencé à préparer une deuxième attaque, en renforçant les défenses côtières et en mobilisant leurs ressources militaires. Des murs ont été construits le long de la baie de Hakata et des samouraïs ont été appelés pour une formation supplémentaire, tirant les leçons de la première invasion. La première invasion mongole fut plus qu'un simple affrontement militaire. Ce fut un moment de redéfinition pour le Japon. L'expérience a montré les faiblesses et les forces du système des samouraïs et du leadership japonais, tout en révélant l'importance de l'adaptation et de la stratégie en temps de crise. Pour les samouraïs, ce n'était que le début d'un combat encore plus difficile contre un ennemi persistant et puissant. À mesure que les vents de guerre se dissipaient, le Japon comprit à nouveau sa vulnérabilité et sa force. La bravoure des samouraïs et l'impact des kamikazes ont transformé le conflit en un récit épique de résistance, mais ils ont également montré clairement que la paix serait temporaire. Le retour des Mongols était inévitable et la prochaine invasion serait encore plus grandiose et dévastatrice. Après le triomphe inattendu de la première invasion mongole, le Japon était conscient que la victoire ne signifiait pas la fin de la menace. Kublai Khan, déterminé à venger sa défaite, commença à planifier une deuxième invasion, cette fois à une échelle encore plus grande. Le shogunat de Kamakura, à son tour, comprit que la survie du Japon dépendait d'une préparation méticuleuse, d'une stratégie solide et d'une mobilisation totale de ses ressources. La réponse japonaise au retour imminent des Mongols commença immédiatement après le retrait de l'ennemi. Dirigé par le régent Hojo Tokimune, le shogunat entreprit un effort massif pour renforcer les défenses côtières. Dans la baie de Hakata,
principal point de débarquement de la première invasion, des murs de pierre ont été érigés le long de la côte. Connus sous le nom de Genko Borui, ces barrières mesuraient environ 2 mètres de haut et étaient conçues pour empêcher les navires mongols de mouiller près de la côte. De plus, ils servirent de position défensive aux archers samouraïs qui pouvaient attaquer n'importe quelle force d'invasion sans s'exposer directement au combat. Les samouraïs ont également subi une transformation au cours de cette période. Même s'ils étaient toujours guidés par le code d'honneur du Bushido, ils commencèrent à adopter de nouvelles tactiques apprises lors de la première invasion. L'organisation traditionnelle, qui privilégiait les duels individuels et les combats à plus petite échelle, a cédé la place à une approche plus collective et coordonnée. Les guerriers étaient entraînés à opérer en unités plus grandes et à se concentrer sur les embuscades, les attaques nocturnes et les défenses prolongées. De plus, le shogunat a mis en place un système de recrutement plus large. Chaque daimyo avait pour mission de mobiliser ses vassaux et de renforcer les armées régionales. Cette stratégie garantissait une augmentation significative du nombre de guerriers disponibles pour faire face à la deuxième invasion. Les agriculteurs, artisans et autres civils ont également été appelés à contribuer à la construction de fortifications et à la production d'armes. Le Japon, pour la première fois, se mobilisait en tant que nation unifiée pour faire face à un ennemi extérieur. Parallèlement, le shogunat investit également dans une stratégie psychologique. Conscients de l'impact de la victoire précédente sur le moral du peuple, les dirigeants japonais ont utilisé le récit kamikaze comme un outil puissant. Les rapports sur la tempête qui a détruit la flotte mongole ont été largement médiatisés, renforçant l'idée que les dieux étaient du côté du Japon. Ce sentiment a non seulement remonté le moral des samouraïs, mais a également consolidé le soutien populaire à l'effort de guerre. Pendant ce temps, de l'autre côté de la mer, Kublai Khan n'épargnait aucun effort pour assurer le succès de sa prochaine tentative d'invasion. Il ordonna la construction d'une flotte navale encore plus grande, en utilisant les ressources de la Chine et de la Corée. La nouvelle armada mongole devait transporter une armée de plus de 100 000 soldats, une force impressionnante comprenant des guerriers mongols, coréens et chinois. Le plan de Kublai était simple, écraser le Japon avec le nombre et la supériorité technologique. Cependant, les préparatifs mongols se heurtèrent à leurs propres défis. Construire une flotte à grande échelle nécessitait d'immenses ressources et un temps considérable. De plus, la communication et la coordination entre les différentes cultures et armées impliquées étaient compliquées. Malgré ces difficultés, la détermination de Kublai Khan restait inébranlable. Il considérait la conquête du Japon non seulement comme une expansion territoriale, mais aussi comme un moyen de réaffirmer son autorité et son pouvoir sur l'ensemble de la région. Au fil des années, les tensions se sont accrues des deux côtés. Au Japon, les défenses côtières étaient achevées, les samouraïs étaient entraînés et le moral restait élevé. Cependant, il y avait une sombre conscience que cette fois, l'ennemi serait encore plus redoutable. Le shogunat savait qu'il ne pouvait plus compter sur un vent divin pour sauver le Japon. Cette période de préparation a également apporté des changements culturels et sociaux. La menace constante d'invasion unissait le peuple japonais à un degré sans précédent. La loyauté envers le shogunat et le rôle des samouraïs en tant que protecteurs du Japon se consolidèrent. En outre, l'effort collectif visant à construire des défenses et à préparer la guerre a généré un sentiment de communauté et de détermination qui a transcendé les divisions régionales et de classe. Finalement, en 1281, la deuxième invasion mongole était sur le point de commencer. La nouvelle flotte, plus nombreuse et plus puissante que jamais, met le cap sur le Japon. Les Japonais, alertés par des sentinelles le long de la côte, se préparent à l'inévitable affrontement. Tout ce qu'ils avaient appris depuis la première invasion serait mis à l'épreuve. Le sort du Japon dépendait une fois de plus du courage, de la stratégie et, peut-être, de l'aide des dieux. La deuxième invasion mongole du Japon, en 1281, fut un affrontement titanesque qui marqua le point culminant des tensions entre ces deux puissances. Kublai Khan, déterminé à venger l'échec de la première invasion, mobilisa une force encore plus importante, composée de deux flottes principales, la flotte de l'Est, partie de Corée, et la flotte du Sud, qui partit de Chine. Ensemble, ces forces totalisaient environ 4400 navires et plus de 140 000 soldats, formant la plus grande opération militaire navale de la période. Cette fois, les Mongols étaient prêts à affronter les défenses japonaises. La flotte de l'Est fut la première à atteindre les côtes du Japon, mouillant à proximité de la baie de Hakata.
Cependant, les défenses japonaises, soigneusement planifiées au cours des 7 années qui ont suivi la première invasion, étaient prêtes. Les murs de pierre le long de la côte empêchèrent les Mongols de débarquer facilement, les obligeant à rester sur leurs navires, vulnérables aux attaques. Les samouraïs, désormais organisés en unités plus cohésives, adoptèrent des tactiques d'attaque nocturne et d'embuscade. De petits groupes de guerriers ont ramé vers les navires mongols sous le couvert de l'obscurité, incendiant les navires et éliminant les soldats silencieusement et efficacement. Cette approche, combinée à une utilisation intelligente du terrain, limitait la capacité des Mongols à établir une tête de pont sur le territoire japonais. Alors que la flotte de l'Est peinait à avancer, la flotte du Sud était confrontée à des retards et à des difficultés logistiques. Des vents forts et des marées défavorables ont ralenti leur progression, ce qui a empêché une coordination efficace entre les deux flottes. Cela donnait aux Japonais un avantage stratégique, leur permettant de se concentrer sur leur défense contre une force à la fois. Le conflit s'est intensifié lorsque la flotte du Sud est finalement arrivée au Japon. Faisant désormais face à des attaques des deux côtés, les samouraïs étaient en infériorité numérique, mais se sont compensés par leur habileté martiale et leur détermination inébranlable. Pendant des semaines, les combats ont fait rage sur terre et sur mer, alors que les Mongols tentaient désespérément de percer les défenses japonaises. Cependant, comme lors de la première invasion, la nature est intervenue de manière décisive. Au milieu de l'affrontement, un puissant typhon a frappé la région, détruisant une grande partie de la flotte mongole. Les navires ont été poussés sur des rochers, les soldats se sont noyés et les restes étaient désorganisés et incapables de poursuivre la campagne. Pour les Japonais, cet événement était encore interprété comme l'intervention des dieux, un second kamikaze, venu sauver le Japon. La destruction de la flotte mongole assura non seulement la victoire japonaise, mais marqua également la fin des ambitions de Kublai Khan de conquérir l'archipel. Manquant de ressources pour organiser une troisième invasion et confronté à des soulèvements internes au sein de son empire, il fut contraint d'abandonner ses projets d'expansion au Japon. Pour les samouraïs et le shogunat de Kamakura, la victoire était un témoignage de leur force et de leur résilience, consolidant leur place. Comme protecteur du Japon, l'impact de la deuxième invasion fut profond. Militairement, cela montra que la combinaison de stratégies défensives efficaces et le courage des samouraïs pouvait vaincre même le plus grand empire de l'époque. Culturellement, cela renforçait l'idée selon laquelle le Japon était une terre protégée par les dieux, une croyance qui allait influencer l'identité nationale pendant des siècles. D'un autre côté, les conséquences économiques et sociales de cette victoire furent également importantes. Le coût de la préparation et de la défense du Japon contre les invasions mongoles fut énorme, épuisant les ressources du shogunat de Kamakura et contribuant à son éventuel déclin. Cependant, pour les samouraïs et le peuple japonais, les invasions mongoles sont devenues un symbole d'unité et de résistance, un moment de gloire qui trouvera un écho dans l'histoire du pays. La bataille finale de 1281, avec sa combinaison de stratégie, de bravoure et d'intervention divine, fut non seulement un triomphe militaire, mais aussi la preuve que même un petit archipel pouvait résister au plus grand empire de la Terre. Cette leçon selon laquelle la détermination et l'unité peuvent surmonter n'importe quelle adversité continue d'inspirer aujourd'hui. L'un des aspects les plus frappants des invasions mongoles du Japon fut l'intervention inattendue de la nature. En 1274 comme en 1281, de puissants typhons détruisirent les flottes mongoles, empêchant l'occupation de l'archipel. Ces événements extraordinaires ont non seulement façonné l'issue des batailles, mais sont également entrés dans l'histoire comme symbole du destin et de la protection divine. Dans la culture japonaise, les typhons qui frappaient les flottes mongoles étaient connus sous le nom de kamikaze, ou vent divin. Ce nom reflétait la croyance selon laquelle les dieux étaient intervenus directement pour sauver le Japon d'une invasion étrangère. Dans un contexte religieux, le Japon était considéré comme une terre sacrée, protégée par les esprits et les divinités shinto. Ainsi, le kamikaze a été interprété comme une manifestation de cette protection divine, renforçant le sentiment d'identité et d'exception japonais. D'un point de vue militaire, le kamikaze fut un facteur décisif qui déséquilibra l'équilibre des pouvoirs entre le Japon et l'Empire mongol. Les tempêtes détruisirent des centaines de navires, noyèrent des milliers de soldats et provoquèrent un chaos irréparable dans les rangs mongols. De plus, les navires qui ont réussi à survivre ont été tellement endommagés que les Mongols n'ont pas pu lancer d'autres attaques.
La force du typhon s'est avérée plus dévastatrice que n'importe quelle arme ou stratégie que les samouraïs pouvaient utiliser seuls. Pour les Mongols, les pertes causées par les kamikazes furent catastrophiques. Kublai Khan, habitué aux victoires rapides et décisives, voit sa puissante armada détruite par des forces indépendantes de sa volonté. Cette série de désastres a ébranlé non seulement sa confiance, mais aussi sa capacité à soutenir les campagnes futures. Faute de ressources nécessaires à une troisième invasion et confronté à des problèmes internes au sein de son empire, il fut contraint d'abandonner ses projets de conquête du Japon. Cependant, l'importance du kamikaze va au-delà de son impact militaire immédiat. C'est devenu un symbole culturel profond qui a façonné la mentalité du peuple japonais. L'idée selon laquelle le Japon était une terre bénie et protégée par les dieux s'est consolidée, renforçant la fidélité au shogunat de Kamakura et les valeurs du Bushido. Cette croyance a également servi d'inspiration à des moments ultérieurs de l'histoire japonaise, comme pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque le terme kamikaze a été réutilisé pour décrire les pilotes suicides qui se sont sacrifiés pour le bien de leur patrie. Même si le kamikaze a été essentiel à la victoire japonaise, il ne faut pas y voir le seul facteur décisif. La bravoure, la stratégie et la préparation des samouraïs furent également fondamentales pour résister aux invasions mongoles. Cependant, sans l'aide du vent divin, l'issue aurait pu être bien différente. La combinaison de l'effort humain et de l'intervention divine a créé un récit puissant qui continue de résonner dans l'histoire et la culture japonaise. Les invasions mongoles ont laissé un héritage profond et durable au Japon, tant dans sa structure politique que dans son identité culturelle. Les affrontements n'étaient pas seulement des batailles militaires, mais des événements qui ont façonné le destin d'une nation, solidifiant des valeurs et des croyances qui résonneront pendant des siècles. Impact militaire et politique. D'un point de vue militaire, les invasions ont révélé à la fois les forces et les faiblesses du système féodal japonais. Les samouraïs ont fait preuve d'un courage et d'une habileté exceptionnelle, s'adaptant rapidement à un ennemi beaucoup plus nombreux et technologiquement avancé. Cependant, les invasions ont également révélé la fragilité de l'infrastructure militaire japonaise, notamment face aux menaces extérieures. L'incapacité initiale à mobiliser rapidement des forces massives a conduit le shogunat de Kamakura à adopter des réformes et à renforcer les défenses côtières. Ces enseignements eurent un impact direct sur l'organisation militaire japonaise. La construction de fortifications le long de la côte devint une priorité et le concept d'une défense nationale unifiée commença à émerger. Même si le Japon n'a pas été confronté à de nouvelles invasions extérieures pendant des siècles, ces mesures ont démontré la capacité d'adaptation et la résilience des dirigeants japonais. Politiquement, les invasions mongoles consolidèrent à court terme le pouvoir du shogunat de Kamakura. Le leadership du régent Hojo Tokimune est largement salué pour sa détermination et sa vision stratégique, et la victoire contre un ennemi aussi redoutable renforce la légitimité du shogunat. Cependant, les coûts économiques de la guerre et la difficulté de récompenser adéquatement les samouraïs qui participaient à la défense finirent par générer du mécontentement. Cette tension a contribué au déclin éventuel du shogunat de Kamakura et à l'émergence de nouveaux centres de pouvoir dans le Japon féodal, culturel et spirituel. Le rôle du kamikaze, culturellement, les invasions mongoles ont cimenté l'idée que le Japon était une terre protégée par les dieux. Le récit kamikaze a été largement diffusé, renforçant la croyance en l'exception japonaise. Cette vision a non seulement remonté le moral de la population de l'époque, mais a également eu des implications à long terme sur la façon dont les Japonais considéraient leurs relations avec le monde extérieur. Le concept de protection divine est devenu central dans l'identité nationale japonaise, influençant les pratiques religieuses et culturelles. Le shintoïsme, qui met l'accent sur les esprits et les divinités locales, s'est renforcé en tant que religion principale de l'archipel, tandis que le bouddhisme a continué à fournir une base philosophique au Bushido et aux autres valeurs des samouraïs. Unité nationale et mémoire collective, les invasions ont également eu un impact unificateur. Pour la première fois, les clans japonais mettent de côté leur rivalité pour faire face à une menace commune. Cette union temporaire a créé un sentiment d'identité nationale qui transcendait les divisions régionales et sociales. Même si le Japon est resté politiquement fragmenté après les invasions, la mémoire collective de ce moment de résistance a contribué à la formation d'une culture partagée. Cette mémoire collective se transmettait à travers des récits historiques, des poèmes et des pièces de théâtre
qui vantait le courage des samouraïs et l'intervention divine des dieux. Les invasions mongoles sont devenues un thème récurrent dans la littérature et l'art japonais, perpétuant l'héritage des événements et inspirant les générations futures. Conséquences économiques et sociales. Cependant, tous les impacts des invasions n'ont pas été positifs. Le coût de la défense était immense, drainant les ressources financières du shogunat de Kamakura et exerçant une pression importante sur les paysans et les commerçants. De plus, de nombreux samouraïs ayant participé à la défense s'attendaient à être récompensés par des terres ou des richesses, mais le shogunat, sans nouveaux territoires à distribuer, eut du mal à satisfaire ces exigences. Ce mécontentement a créé des fissures dans le système féodal qui ont finalement contribué à son instabilité. De plus, les destructions causées par les invasions et les tempêtes qui les ont accompagnées ont eu un impact sur les communautés côtières. Des villages entiers ont été dévastés et la reconstruction a pris des années, exigeant un effort conjoint de l'ensemble de la population. Malgré ces défis, le peuple japonais est devenu plus résilient, ayant appris à faire face aux adversités extérieures et à valoriser son indépendance. Un héritage de résilience. En fin de compte, l'héritage des invasions mongoles va au-delà des conséquences immédiates. Ils ont démontré qu'un petit archipel, uni par la foi, le courage et la stratégie, pouvait résister à l'un des plus grands empires de l'histoire. Pour les Japonais, les événements de 1274 et 1281 sont devenus une source de fierté et d'inspiration, déterminant la façon dont le Japon est perçu dans le contexte mondial. Les invasions mongoles ont non seulement défini une époque, mais ont également jeté les bases de nombreux aspects de la culture, de la politique et de l'identité nationale du Japon. C'est une histoire de résistance qui continue de résonner, nous rappelant le pouvoir de la détermination et de l'union en période d'adversité. Les invasions mongoles au Japon étaient bien plus que de simples affrontements militaires. Ils représentaient la collision de deux mondes distincts, chacun avec sa propre culture, ses tactiques et sa vision du monde. Pour le Japon, ces batailles ont mis à l'épreuve les limites de sa résilience et ont démontré le pouvoir de l'union, de la stratégie et de la croyance en des forces plus grandes que l'humanité. Samouraï guidé par Bushido a montré au monde que le courage et l'intelligence stratégique peuvent surmonter même les plus grandes adversités. Malgré la supériorité numérique et technologique des Mongols, les Japonais ont prouvé que la détermination et la connaissance du terrain peuvent devenir un jeu. Plus que cela, la croyance au kamikaze, le vent divin qui protégeait l'archipel, renforçait l'idée que le Japon était une nation bénie et conçue pour rester libre de toute domination étrangère. Mais la véritable leçon de ces invasions réside dans l'équilibre entre l'effort humain et la foi. Les samouraïs ne comptèrent pas uniquement sur la chance ou l'intervention divine, ils se sont battus avec tout ce qu'ils avaient, se sont adaptés aux nouvelles menaces et ont rejoint le pays autour d'un objectif commun. Dans le même temps, ces indices inattendus ont rappelé avec force que, quels que soient les progrès des forces humaines, la nature et le destin jouent un rôle essentiel dans l'histoire. Aujourd'hui, la saga des invasions mongoles reste dans les mémoires comme une étape importante dans la résistance et le dépassement. C'est une histoire qui nous inspire à faire face à nos propres défis avec courage et ingéniosité, en nous rappelant que même les mineurs peuvent prévaloir contre les giants. Si vous êtes un amoureux de la bataille et des guerriers qui ont marqué l'histoire du monde, abonnez-vous à la chaîne, profitez et partagez de ne perdre aucune vidéo sur la vraie histoire de ces personnages légendaires. Jusqu'à la prochaine vidéo.